Des voix s'élèvent au sein des classes politiques maliennes pour dénoncer l'application de l'accord d'Alger annoncé par les autorités maliennes. L'ancien député Moussa Diarra, membre du mouvement Yéréwoloton, se prononce sur la question. Son interview dans un instant. Démolition de la zone aéroportière, une deuxième vague de l'opération de déguerpissement lancée bientôt. Vous aurez le point de vue du directeur du cadastre sur la question au cours de cette édition. Nous sommes vendredi 19 mars 2021. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le ministre de la Réconciliation a annoncé lors de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali l'engagement des autorités de la transition à mettre en application l'accord pour la paix d'Alger signé en 2015 entre le gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawada. Beaucoup d'acteurs politiques dénoncent cette décision. Pour Moussa Diarra, ancien député élu en commune 4 du district de Bamako et membre du mouvement Yéréwoloton, cet accord favorise la partition du pays. Pour plus de détails, suivons-les au micro de nos reporters. L'accord dit d'Alger qui a été signé les 15 mai et 20 juin 2015 est un document cadre entre quand même les parties maliennes en vue de l'avènement de la paix. Comme on le dit, l'accord pour la paix, c'est un processus, comme certains aiment le dire, l'accord de paix. Non, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord pour la paix. Mais quelle que soit l'appellation aujourd'hui, je pense que cet accord a vu quand même ses limites. D'où certaines recommandations du dialogue national inclusif par rapport à cet accord qui ont demandé quand même sa relecture. Je pense qu'après les événements du 18 août, dans le discours d'investiture du président de la transition, je pense que mention a été faite par rapport à cet accord et par rapport aux recommandations quand même du dialogue national inclusif. Donc aujourd'hui, il est impératif, capital, d'aller vers une relecture entre les parties, toutes les parties signataires de cet accord, une relecture de cet accord-là pour prendre en compte des préoccupations du peuple malien, des préoccupations quand même des parties signataires pour qu'on puisse aller à la mise en œuvre de l'accord. Mais aujourd'hui, les processus entamés par les autorités, je pense que ne plaisent pas, je dirais, entre guillemets, quand même à une frange importante de la population, d'où la création des mouvements, des regroupements pour défendre quand même l'application, pour aller à l'encontre de l'application en tel état de cet accord-là. Il y a le mouvement Yéréwolo qui est dans cette dynamique. Il y a le front de refus pour la mise en œuvre de l'accord qui a été créé il n'y a pas longtemps. Irganda, Malitekla. Donc il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui sont en train de s'ériger contre quand même la mise en œuvre, l'application de l'accord comme tel. Je pense qu'il est impératif, je l'ai dit, surtout après un dialogue national inclusif qui a demandé à ce que il y ait la relecture de cet accord. Je ne pense pas que aller comme ça à l'application pourrait quand même nous sortir vraiment de cette impasse-là. Donc c'est pour demander quand même aux autorités de la transition de tenir en compte ces recommandations du dialogue national, de tenir en compte quand même les cris de cœur de ces différents mouvements, de ces fronts qui ont été créés. Aujourd'hui, l'accord comme tel, on a vu, on voit, on a constaté, part directement quand même à une partition séquentielle du Mali.
une partition séquentielle, de façon séquentielle dans sa mise en œuvre, ça va à une partition séquentielle quand même de notre pays. C'est pourquoi ces différents mouvements et regroupements se sont créés. C'est les lieux de les écouter, de les rapprocher pour prendre en compte leurs préoccupations. D'autant plus que, comme on l'a dit, le dialogue national a recommandé cela. Nous ne pensons pas qu'il soit séant d'aller à une mise en œuvre, quelles que soient quand même les urgences, je n'en vois même pas. Je pense que la prime abord, il faut aller quand même à cette relecture-là et réunir quand même les Maliens, surtout les partis signataires autour quand même de ces taxes, de ces actes-là, pour voir dans quelle mesure on peut aller à son application. Et c'est là quand même en modifiant, soit en apportant quand même des amendements, des modifications à certains points. Donc voilà ce que moi je vois quand même de la mise en œuvre de cet accord-là. C'est vrai que tous les Maliens aspirent aujourd'hui à une paix durable, mais une paix durable ne peut s'obtenir que seulement dans la vérité et dans la justice. Bon, le mot de la fin, aujourd'hui, le Mali traverse quand même une période très critique de son existence. Je dirais depuis les événements de 2012 jusqu'à maintenant, c'est quand même toutes ces exactions que nous connaissons, toutes ces crises sociaux que nous connaissons, nous ne pouvons qu'implorer quand même le bon Dieu afin que le Mali puisse trouver sa quiétude et la paix d'antan. Pour cela, nous demandons quand même la conjugaison des efforts des uns et des autres pour parvenir quand même à un Mali émergent. Nous sommes aujourd'hui dans une transition qui, à son issue, doit pouvoir quand même mettre les bases réelles de ce Mali émergent. Donc c'est là, nous demandons quand même aux autorités de la transition de consulter encore plus le peuple, d'aller avec le peuple pour l'atteinte de ces objectifs-là. Il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre des décisions unilatérales, mais des décisions qui ne sont pas saluées par la population. Nous sommes en démocratie. L'article 25 de notre Constitution, dans ses alinéas 1er et 2e, atteste cela. Donc le Mali est un pays laïque. Le Mali est un pays laïque. Aujourd'hui, nous avons un fondement de pouvoir par le peuple et pour le peuple. Je pense que si le peuple est au cœur quand même de toutes nos activités, de toutes nos actions, il n'y a pas de raison que le Mali ne puisse pas bouger. Donc pour cela, nous demandons aux plus hautes autorités d'aller avec les concertations, continuer avec les concertations pour prendre en compte les préoccupations exprimées par le peuple. Également annoncé dans le titre, la démolition des habitations illicitement occupées dans la zone aéroportière va se poursuivre, a indiqué le ministre des Domaines et de l'Habitat, Dionké Diarra, devant les membres du CNT le jour de son interpellation. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est entretenue avec le directeur du cadastre, Amadou Traoré, pour plus de détails. Suivons le micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Le gouvernement de la République du Mali a décidé de procéder au dégagement du domaine aéroportier de Bamako-Sénou, qui faisait l'objet d'occupations de toutes formes, des occupations anarchiques qui ont conduit à des constructions anarchiques également, qui constituent une grande menace non seulement pour la sécurité aéroportière, mais pour la sécurité des occupants eux-mêmes. Voilà, donc puisqu'il s'agit d'un domaine public, classé comme tel par le décret de 1999 et qui n'est pas censé faire l'objet d'appropriation privée, l'État a décidé effectivement de prendre ses responsabilités pour protéger l'aéroport, pour protéger les frettes qui fréquentent notre aéroport, mais également pour protéger nos citoyens, les messieurs et les dames effectivement, qui ont décidé de s'installer sur ces parcelles-là. Le domaine aéroportier de Bamako est doté d'un plan d'aménagement, un plan d'urbanisme sectoriel qu'on a appelé le PDI, le programme de développement intégré de l'aéroport. Alors ce PDI a divisé l'aéroport en beaucoup de secteurs, je crois 12 en tout. Voilà, donc vous allez avoir la plateforme aéroportière qui est constituée par la piste actuelle et les projets de pistes à faire dans l'avenir. Donc par rapport à la ligne d'envol, il y a une marge latérale de 3,5 km de chaque côté
qui constituent effectivement les aires de dégagement pour la sécurité aéroportière et qui comportent d'autres secteurs, notamment les secteurs militaires, les zones d'activité et autres. Mais en plus de ça, à l'est et à l'ouest, il y a tout au long de la ligne d'envol ce qu'on appelle les zones de trouée, qui font environ 7 km par rapport à la limite de la ligne d'envol de chaque côté. Donc il y a une zone de trouée est et une zone de trouée ouest. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça que l'aéroport se présente. Ces limites sont réellement visibles sur le terrain parce que c'est des limites qui sont balisées avec des balises de plus de 2 mètres hors sol et peintes en blanc et en rouge. Voilà. Donc c'est un domaine bien délimité avec une matérialisation limite très visible. L'attribution frauduleuse des parcelles effectivement n'est pas permise. Les tests qui ont toujours régi la matière foncière ont quand même estimé et effectivement qu'il n'était pas séant que des individus interviennent dans des secteurs qui échappent à leur domaine de compétence. Voilà, c'est un peu ça le stéréonat, le fait de s'approprier ou de faire des transactions sur un patrimoine foncier qui n'appartient pas à soi. Voilà, mais c'est des insuffisances effectivement qui ont été compensées par la loi domaniale et foncière qui a été adoptée tout de suite en décembre 2019, qui a quand même pénalisé les fautes en matière foncière. Donc beaucoup de situations que nous connaissons aujourd'hui qui n'étaient pas prévues dans le code pénal en vigueur au Mali ont été intégrées. C'est des fautes qui ont été bien définies et bien caractérisées avec des sanctions qui vont aller avec. Je pense que ça va permettre d'amener à une certaine retenue de la part des différents acteurs qui interviennent dans ce secteur-là. Les faux n'ouvrent accès à aucun droit. Ceux qui sont installés illicitement et anarchiquement sur le domaine aéroportuaire n'ont aucun droit. Voilà, c'est-à-dire que je parle non seulement des occupants, mais également de certaines autorités qui se sont permis de faire des attributions dans ces domaines. Ils n'en avaient aucune compétence pour ce faire. Donc c'est carrément du faux et ça n'ouvre à aucun droit. C'est ce qu'il faudrait retenir, c'est que le domaine aéroportuaire est un domaine public classé comme tel. Ça veut dire que c'est dans la typologie des domaines de l'État, ça fait partie du type de domaine qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'appropriation privée. Le conseil que je donne à la population malienne, c'est de comprendre déjà que l'État du Mali a créé des opportunités pour elle. C'est-à-dire qu'il y a des services publics de l'État qui sont chargés de porter les procédures foncières. Mais mieux que ça, nos services sont responsables également de l'assistance technique et des conseils qu'on peut donner aux citoyens. Voilà, nous avons la porte grandement ouverte pour ce faire. Des gens, des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur qui seraient intéressés par l'acquisition des parcelles, qui ont des propositions d'acquisition, ils peuvent toujours venir s'adresser aux services régionaux et sous-régionaux des domaines et du cadastre pour avoir les bonnes informations. Il en est de même pour les services de l'urbanisme. Voilà, donc l'Institut géographique du Mali, chacune de ces entités dispose d'un pan de l'information et peut être utile à mieux édifier les citoyens lambda. Donc je pense que nous aimons beaucoup la facilité. Ceux qui ont acquis des parcelles dans des formes qui ne respectaient pas les normes législatives et réglementaires en la matière, ils les ont acquis à des prix souvent dérisoires. Tout le monde sait que ce n'est pas à ces prix qu'on peut avoir des parcelles à Bamako. C'est dans une zone contiguë au tissu d'habitat. Voilà, donc il fallait juste comprendre que c'est du faux et puis voilà, ça n'ouvre droit à rien, quoi. Voilà, donc mon conseil c'est de dire aux populations, aux citoyens maliens, que pour acquérir des parcelles, ils peuvent prendre conseil auprès des services des domaines du cadastre, de l'urbanisme, de l'Institut géographique du Mali. Nous sommes représentés à tous les niveaux, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des mairies, déjà au niveau des différents cercles, au niveau des différentes régions et au niveau central ici à Bamako. Nous sommes à la disposition des citoyens. Je soutiens les gouvernements. D'ailleurs, j'ai un pan du pouvoir du gouvernement dans le cadre de ces opérations-là. Voilà, et j'y adhère pleinement et je pense que c'est le mieux à faire. Et ce que je voudrais peut-être ajouter à cela, je sais que c'est une opération qui est fortement acclamée, chose que nous apprécions déjà, bien qu'il y ait des gens qui soient quand même réticents parce qu'ils ont des intérêts touchés.
Mais il faut que ceux-ci comprennent que dans un premier temps, la démolition c'est pour les occupants qu'on les fait. Voilà, parce que c'est des citoyens lambda. C'est un devoir pour l'État de les sécuriser. Et ça, c'est la première des choses. L'autre aspect également qui me paraît très important, c'est que c'est une opération régulière. Cette opération de démolition est une opération régulière qui vient normaliser une situation de faute. Voilà. Donc, quand ça se passe comme ça, au lieu de s'attaquer à ceux qui viennent réparer les fautes, il faut s'attaquer plutôt à ceux qui ont commis les fautes. C'est tout pour notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.